Amis explorateurs de mondes parallèles, amis exploratrices de diverses régions exotiques, bienvenue dans ce petit papotage où nous disséquons un univers et toutes ses différentes adaptations. Et pour ce faire, nous avons notre guide en chef, Monsieur Germain. Salut Germain. Ça va, j'ai pris mon scalpel. Tu vas pouvoir disséquer à mort. Ouais. Ça marche. Heureusement que nous avons Monsieur Fall à la réalisation pour pouvoir vous présenter cette petite émission. Alors, il y a déjà un numéro 1 parce que nous avons parlé du Disque Monde de Terry Pratchett, cette œuvre gigantesque, ces romans que nous avons là sur la table, plus de 40 romans, un univers développé avec d'autres aspects d'ailleurs. Et puis la petite excursion qu'on s'est permis lors de cette première émission, Germain, c'était du côté des adaptations cinématographiques ou télévisuelles, en sachant que la fille de notre auteur, Terry Pratchett, décédé en 2015, s'occupe, ou a priori, en tout cas, suit de très près avec elle-même son studio, la suite qui devrait arriver. Oui, voilà, elle a un œil très acéré, on va dire. Ouais, scalpel, quoi. Voilà. Néanmoins, il se fait encore des choses sur le Disque Monde. Ben, la preuve, c'est que dans cette deuxième émission, ce que vous allez pouvoir normalement découvrir, c'est ce côté, on va dire, géographique, en tout cas travaillé. Alors, c'est vrai que tous les univers qu'on peut un petit peu apprécier quand on est geek ou fan de fantasy ou etc. Ben, on propose des cartes. Il y a même parfois des gens qui vont un petit peu plus loin en dessinant des villes et tout. Terry Pratchett ne déroge pas à la règle, mais il a peut-être été encore un petit peu plus loin dans la parodie de l'univers. Oui, il s'est beaucoup fait plaisir. Alors, il s'est toujours laissé un univers assez ouvert, hein. Même les cartes, il a très longtemps été assez réfractaire en fait à en faire. Oui. Et parce qu'il voulait pas se bloquer en fait, comme il écrivait vraiment son univers au fur et à mesure, il n'a pas d'idée préconçue d'où il va. C'est un roman, une histoire, donc voilà, ça comme évolue. tu disais, c'est un auteur un peu bordélique. Oui, c'est ça. Ça se ressent. Ça se sent aussi dans sa façon de gérer le temps ou les choses. Enfin, les géographies changent toujours un petit peu d'un roman à l'autre. Il y a des petites nuances. Donc, il a longtemps resté tranquille. Il ne voulait pas se bloquer. Ouais. Mais au fur et à mesure, sous la demande des fans et aussi d'une boutique spécialisée dans le Disque Monde. Ça existe alors. Qui s'appelle le Discworld Emporium. Alors, je ne sais plus si elle est à Londres ou dans une quelconque ville d'Angleterre, mais c'est un truc anglais, voilà. Okay. Qui vend donc uniquement des romans du Disque Monde, d'autres romans de Terry Pratchett, parce qu'il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Ouais. Et qui vend également des tas de goodies variés et qui même travaillent à la conception de certains d'entre eux. Ça veut dire que les gros fans ont finalement rejoint le maître et puis l'ont presque convaincu en disant on veut en savoir plus sur l'univers et tout ça. Alors forcément pour tous les amateurs de l'univers d'une part, mais tous les amateurs de jeux de rôle, jeux d'aventure, il y a ici de quoi largement piocher son inspiration. Il y a beaucoup de matière. Alors du coup, il y a même des cartes. Alors, il y a des cartes. Alors, on va attaquer. Alors, attaquons. Attaquons alors avec une belle carte de Ankh-Morpork, qui est donc la ville où se passent la plupart des histoires, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et donc, il existe, si vous vous perdez à Ankh-Morpork… Pour les touristes, on va y arriver, voilà. Parce que ça prend une place pas possible, ce truc. Vache. Punaise, donc, sérieux. voilà. Ça tient même pas dans la caméra. Non, ça tient pas. Donc la carte complète d'Ankh-Morpork, avec tous les noms des rues. Alors, faut savoir qu'on en connaît dans les romans peut-être une vingtaine, une trentaine à tout casser. Quasiment tous les romans se passent dans des lieux qui sont ici. D'accord. Voilà, parce qu'il y a plein de lieux principaux. Il y a le Gué, l'Opéra, etc. C'est le centre-ville. Le vieux centre. Et par là, qui est les quartiers principaux avec le palais du patricien. Donc, c'est la personne qui est, on va dire, c'est le dictateur de la ville. Et toutes les guildes, etc. Donc, principalement, tous les romans se passent ici quand on parle d'Ankh-Morpork en général. Les quelques rues, c'est vraiment des trucs annexes, mais donc, ils se sont bien amusés. Donc, ils les ont inventés. Voilà, ils les ont inventés. En anglais, puis traduits. Et puis traduits, ouais. Vache. Mais tu as quelques trucs, alors on voit qu'ils se sont bien fait plaisir. Tu as par exemple une rue qui fait tout le tour des remparts qui s'appelle la rue sans fin. Ouais, parce qu'elle est ronde. Quand tu la suis, elle ne s'arrête jamais. Tu as plein de jeux de mots complètement. Oui, qu'il a fallu traduire aussi. Tu as la porte hâtive. La portative. Voilà, c'est bien de le dire. Souvent, vous allez voir, dans le Disque Monde, il faut se le répéter plusieurs fois et à haute voix pour comprendre ce qu'il en est. La porte à faux aussi. C'est la porte de la mort, la porte du mort. Et ça, du coup, c'est juste pour ceux qui apprécient l'univers et veulent en savoir un peu plus. Ça vient avec un guide d'Ankh-Morpork
où tu as un guide touristique de la ville, où tu peux avoir tout ce que tu veux visiter, où est-ce que tu dois loger, dormir, toutes les informations à savoir. Donc ça, c'est un truc purement... je tiens à souligner quand même qu'il faut être un petit peu malade pour être un illustrateur. Quand on est un illustrateur et qu'on nous demande de faire une ville comme ça, tu crois pas si bien dire, je me permets de retourner la carte. Voilà, de l'autre côté de la carte. Oh là 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 là, les grosses. Mais alors ça c'est juste un truc de cinglé, c'est-à-dire que les bâtiments dessinés petit à petit, juste le plan de vue d'Ankh-Morpork du ciel, quoi. En 3D isomérique. Ah oui, et ça ne sert. C'est homérique. Et ça ne sert à rien. Non, à rien. Par contre, je suis sûr que n'importe quel fan de base va se mettre à le regarder en disant « Mais alors ça, c'est le palais, il a bien la forme, il a le machin, c'est par ici, là, il y a l'auberge du cul tourné. » Bref, du coup, on a les grandes villes jumelées d'Ankh et de Morpork, puisqu'il y a la grand fleuve, il y a un côté Ankh-Morpork. Qui rentre propre et qui sort sale. qui sort tellement sale qu'on peut marcher dessus. Non, et puis, alors, tiens, Fall, bouge pas, je le remonte un tout petit peu, hop. On a ici la vue en 3... oui, c'est ce truc qui s'appelle... Celle où on le... Tu sais, comme si on avait une... qui est exactement dans l'axe. C'est-à-dire que tu suis, là par exemple, Opéra. Ouais, c'est comme si on était sur un point de vue, l'Opéra devant. Le point de vue d'Ankh-Morpork. On voit la porte du fleuve et si tu suis pile poil là, c'est la porte du fleuve. Oh. Les mecs, ce sont des grands malades. Ah oui, alors, je vais en redonner, justement, tiens, je tombe sur il y a à boire et à manger. On a tous les différents plats, on a toutes les différentes auberges, on a même les maisons de retraite. On mange très mal en Ankh-Morpork. Les différentes guildes, les blasons. Alors, c'est vrai, on sait... Des infos historiques dessus, c'est rigolo aussi. C'est vraiment un pur truc de fan, mais c'est très très drôle à lire. La guilde des Ecdyasiastres, bayadères, cancanistes et interprètes de danses exotiques. Je ne veux pas voir ce qu'il y a sous sa robe à la madame. Je ne veux pas le savoir. Ça, c'est sympa. C'est que de l'effeuillage, mais là, tu as un troll, et les trolls, c'est le contraire. Les gens payent pour la voir se rhabiller. Ah il n'y a pas de souci, je veux bien donner quelques sous pour qu'elle aille plus vite encore. C'est assez excellent. Puis alors, du coup, regardez. Allez, les vieilles pubs. Ils font des vieilles pubs. C'est ça, il y en a partout. Bref, ils se sont vraiment fait plaisir. Il y a du jeu de mots à tous les étages. Alors, ça existe dans d'autres univers, j'imagine, mais là, le fait est qu'ils ont été quand même sacrément loin. Et tu restes dans la parodie, parce que même là, c'est s'amuser à parodier les pubs de l'époque, les produits de l'époque. Qu'est-ce que tu peux trouver là? Cours de guitare. Très confus, il faut intervenir. Cours de guitare. T'as des ventes de bonbons dégueulasses, de produits pharmaceutiques qui marchent pas. Forcément, on boit. Ah oui. La bière qui est traitée de pain liquide. Il y a du pain liquide. Tout ça, vous allez le trouver, attention, hop là, dans le guide touristique Tout Ankh-Morpork, un guide exhaustif, et c'est là qu'il y avait la carte. Oui, et la carte était glissée dedans. Bon, alors, je suis sûr que pour la replier, ça va être la galère. Je crois que tu plies par le gros milieu. Vire là. Donc, il a été dans le guide. Voilà. On ne trouve pas que ça, on trouve aussi une carte du disque monde. Voilà, parce qu'une fois qu'on s'est promené dans Ankh-Morpork, même si la plupart des histoires se passent, on peut avoir envie de voyager. Donc, il existe une petite carte. Alors, elle est assez sommaire. Il y a dedans, si tu veux la montrer en départé. Oui, je veux bien. Je veux bien le faire. Un petit historique des grands voyageurs. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc de fun. C'est surtout le disque monde Ankh-Morpork avec... Alors, ces trucs-là... Il y a donc Pratchett, il veille, écrit des trucs pour, mais il y a également un type qui s'appelle Stephen Briggs, qui est devenu un espèce de spécialiste de ce genre de choses. En fait, à la base, ce type-là, il a écrit une pièce de théâtre adaptée de l'univers du disque monde. Il l'a montré à Pratchett, qui a beaucoup aimé, et ils ont commencé à partir à écrire des guides, des cartes, des trucs comme ça, parce que Stephen Briggs est une espèce de grand malade qui avait besoin de cartographier. Un disque mondologue. Voilà. Le disque mondologue. Je précise quand même qu'en introduction, l'auteur lui-même explique que cette carte ne reflète peut-être pas la réalité, mais une des réalités possibles. Il sort couvert. Alors, il s'est amusé à s'auto-corriger. Donc, la géographie, ce qu'on disait, change beaucoup. Aussi, l'évolution de certains personnages, l'âge, des fois, se modifie. Ouais. Il a réussi à sauver tout ça via un personnage qui voyage dans le temps et corrige les problèmes temporels. Et donc, des fois,
la timeline qu'on a suivie se modifie. Donc il s'auto-sauve avec ça, en disant mais de toute façon ça peut changer et on n'a peut-être pas raconté cette histoire. Du coup, voici la grande Hatwin, comme on peut le voir. Oui. On ne voit pas les 4 éléphants puisque ce sont eux qui portent ce disque monde. Et tu vois, c'est là où je me dis comme quoi une carte de temps en temps, ça fait du bien. Parce que je pensais vraiment qu'il y avait un trou au milieu, moi. Oui. Et non, en fait, c'est non. le contraire. C'est le contraire. Ça sort. Le moyeu, c'est ici que ça tombe, sur les côtés. Voilà. D'accord. Et ben voilà. Donc du coup, j'imagine que les numéros se réfèrent à telle et telle aventure. Alors non, c'est ici, tu as une petite légende pour des villes ou des choses comme ça. Et, par exemple, donc, 14 ou 7, c'est Ankh-Morpork, ça doit être 7. D'accord. Non, Ankh-Morpork est noté. Alors ça doit être le truc où il y a d'autres choses. Du cinéma, c'est Hollywood. Ils ont Hollywood ici. C'est Hollywood. Alors, il faut savoir que pratiquement toutes les aventures se passent là, entre Ankh-Morpork et l'Ancre. À quelques exceptions, ils partent à droite à gauche, mais ils l'explorent très rapidement. Tu as par exemple ici, alors ils en parlent de temps en temps. Je viens. L'Old Woman avec au bout Genua. Alors ça, c'est un mélange d'une parodie entre à la fois l'Italie, la France, mais aussi tout ce qui est le Mississippi et je retrouve plus le mot, les marais. Le bayou là-bas. Voilà, le bayou. Ouais. Là, c'est vraiment la campagne européenne dans tout ce qu'elle a depuis européen. Ici, tu as tout ce qui est l'Asie. Là-haut, 4X, qui est la Terror Incognita, comme c'est marqué, qui est une parodie de l'Australie où tout cherche à te tuer. Voilà, tu as quelques aventures qui s'y passent de temps en temps, mais ça reste quand même assez peu exploré. Ça reste très, très ouvert malgré tout comme univers. On peut en savoir plus avec ces cartes-là. Alors, ce sont les cartes, on va dire, officielles, même si elles peuvent éventuellement changer. Il n'y a pas aussi un petit traité de l'art du coin Alors oui, celui-là je ne l'ai pas, mais on a l'image parce que oui, et tout ça est tout le temps illustré encore par Kirby qu'on a déjà, Kidby qu'on a déjà vu. Du coup, qui fait aussi l'art du disque monde. Visiblement, celui-là est très très dur à trouver. Autant les autres se trouvent en commerce, autant celui-là est mystérieusement hyper dur à trouver. Mais et donc ça, ils se sont amusés surtout là. Alors, ce qu'on voit en image, c'est la parodie de la Joconde, classique, faite par la parodie de Vinci, qui est dans les romans, avec donc ce sourire qui te suit jusque chez toi. Là, c'est pas les yeux de la Joconde, c'est le sourire te suit jusque chez toi. La bouche. Et la bouche te suit. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette histoire de disque monde, c'est que non seulement l'auteur joue des codes de la fantaisie, mais il a fait évoluer aussi tous ses romans de façon, on va dire, historique. Oui. Donc ça veut dire que les périodes changent. Comme on l'a vu dans le guide, on a des publicités qui sont plutôt, du coup, steampunk, puisque malgré tout, il y a un petit peu de la magie. C'est en tout cas très victorien sur la fin. Par la suite, sur la fin, on était parti sur du médiéval fantastique. Tout ça donne forcément envie de partir à l'aventure. Et quoi de mieux? J'ai encore quelques trésors pour toi. Des trésors? Tant qu'on parle justement, sur les derniers romans, ils ont inventé le train. Oui. D'accord. Tu as un personnage à un moment qui rencontre une petite madame qui voyage en train et qui note tout dans son carnet. Dans un roman. Dans le roman où ils inventent le train. Et lui dit envoyez-moi le carnet, votre guide est sympa, je le ferai éditer. Voilà. Discworld Emporium, le voilà, la donc boutique. Ça, c'est ce qui juste il parle vite fait dans le roman, c'est le guide de Madame Shea. Et donc tu as toute la ligne qui existe à ce moment-là de train avec tout ce que tu peux y voir. La carte. Là justement, contrairement à l'autre qui te donne des infos sur Ankh-Morpork, sur celui-là, tu as plus d'infos sur toutes les villes annexes, tout ce que tu peux y faire, y voir. C'est vraiment une espèce de guide Michelin dans l'ancêtre. Et on voit justement, dans les illustrations que tu es dans quelque chose de plus... Époque victorienne, époque 1800 déjà. Les premiers vélos, les costumes, mais il y a quand même un bon petit nain des cavernes. Des cavernes, je dis ça parce que... Ils sont toujours là, les nains. Il n'y a pas de problème. Mais alors, sincèrement, en vrai, toi qui es du coup fan Terry Pratchett et Disque Monde, même ça, tu le lis, tu le potasses pour le plaisir, ou c'est juste pour de temps en temps le feuilleter. Ça se lit pas comme un roman, ça. Alors, pour le coup, celui-là, vu que c'est quelqu'un qui te raconte un journal de voyage, malgré tout, tu as une espèce d'impression d'histoire, c'est assez rigolo à lire. D'accord. Les autres, je l'avoue que je les ai plus potassés pour le fun, mais... Terry Pratchett, guide de Madame Shea. Voyager à bord du chemin de fer hygiénique, ça, cherchez pas à comprendre. Il faut lire pour savoir pourquoi ce chemin de fer est hygiénique. Tu as d'autres éléments comme ça qui existent dans le roman et qui deviennent des choses tangibles. Tu as une sorcière qui s'appelle Nunuog qui fait des recettes un peu olé olé. Et donc, tu trouves les recettes de Nunuog. Olé olé, c'est sexuel? Oui, par exemple, alors tu as la banane surprise. Donc, c'est une banane avec des boules de vanille, de chocolat. Et tu as la vraie recette pour le faire.
D'accord, tu as essayé Ah non, ça c'est la recette de banane du bibliothécaire. Donc tu as quelques trucs. Bibliothécaire qui est un orang-outan, donc qui mange des bananes. Et donc, un ex-magicien, voilà. Disons-le. Ça consiste à prendre la banane et la peler. Bon, t'inquiète, tout va bien. Con comme ça. T'as le repas du patricien, donc le patron d'Ankh-Morpork, qui consiste à un quignon sec et de l'eau. Et donc il te dit comment bien préparer ton quignon sec et ton eau. D'accord, voilà. Tu as même de quoi faire du jardinage, des fleurs, voilà, quelques conseils de campagne de ça. Ok. Tu as aussi un personnage qui a écrit un roman pour l'enfant d'un autre. Mais on est d'accord, hein, on parle à chaque fois de choses qui se sont passées dans un roman voilà, et qui deviennent tangibles. C'est un petit peu, comment ça s'appelle, le narracuum? Le narrativium, oui. Ça fait un peu le narrativium, la chose du roman qui devient réelle à part dans notre monde à nous. Le monde merveilleux du caca, mais ça a l'air très... quand tu achètes ça, tu as l'air fin devant ton bibliothécaire, avec du caca au microscope à l'intérieur. Mais tu crois que c'est du vrai? Tu crois que c'est du vrai caca? Du caca de troll? Alors ça, c'est vraiment écrit par Pratchett tout seul, hein, pour le coup. Les recettes de Nounouog, il n'était pas tout seul, mais là, c'est vraiment un truc qu'il a fait parce que ça lui faisait plaisir. Je sais qu'il existe, mais je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Ouais. Un autre roman pareil que lit le père à son fils, le même petit garçon, voilà, ouais. Le musée du caca qui s'appelle Où est ma vache? Ouais. Le musée du caca de Geoffroy, ça, ouais. Daphné et les cureurs de nez. Oui, les hommes pipi. Bah oui, je sais bien, mais s'il s'est fait une lithographie, t'inquiète pas, une bibliographie, t'inquiète pas qu'il peut encore se les écrire. Enfin, tu me diras non, maintenant, vu là où il est, c'est plutôt sa fille qui les écrira. Je pense pas que... Ah, excellent, des petits dragons. Oui. Ok. Ah oui, il y a des petits... Les dragons sont nuls dans le Disque Monde. C'est des pauvres bêtes qui vivent dans les marais, qui ont une digestion troublée, donc elles crachent pas du feu, mais elles peuvent s'enflammer, et si elles digèrent très mal, elles explosent. Après le monde merveilleux du caca de Terry Pratchett. Et puis si tu veux finir, alors ça c'est la version rééditée, je pense qu'ils vont sans doute en refaire un parce qu'il n'y a pas tout, il y a eu 2-3 romans depuis. Ouais. Ça c'est vraiment un guide pur de tous les personnages, lieux et on va dire c'est vraiment une encyclopédie. C'est le who's who. Voilà, c'est une encyclopédie comme pourrait l'être Wikipédia ou un bon dictionnaire, mieux que Wikipédia. Et tu trouves les références des romans dans lesquels tu les trouves. Oh purée, mais oui, mais une fois encore, c'est quand même fou. Ça veut dire que non seulement tu te fades des histoires, mais tu as envie d'en savoir encore suffisamment plus en lisant jusque des encyclopédies. Enfin, tu me diras, je dis ça, en même temps, les amateurs de Tolkien, certains ont appris à parler le Sindarin, le Noldor ou les autres langues orques et elfiques, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec le Disque Monde. Donc tout ça nous amène à une utilité toute ludique, et on est quand même sur Trick Track, alors on n'allait pas s'en priver, c'est comment peut-on jouer avec ça? On a vu qu'on pouvait le regarder sur petit écran en attendant le grand écran. Et on peut y jouer. Alors, on peut y jouer déjà d'une première manière qui va rester dans cette idée de transformer des choses du jeu en choses tangibles. Je vais le chercher. Le TUD Le TUD, T-H-U-D. Alors je ne l'ai pas, mais voilà, il y a des gens qui se sont amusés. Donc, c'est un espèce d'équivalent d'échec. C'est pas le cul de chouette, hein? Non, c'est pas le même monde. Avec en plus des jolis personnages taillés. Alors, bon, ça ne doit pas être en pierre, mais c'est fait. Où tu as quelqu'un qui joue les trolls et quelqu'un qui joue les nains. Et alors je sais qu'il y a plus de nains que de trolls, donc les nains jouent sur le groupe, et les trolls jouent sur le fait qu'ils sont puissants. Et donc c'est un équivalent d'échec, il faut soit éliminer l'autre, soit récupérer la pierre centrale. Il y avait suffisamment de règles pour y jouer réellement? Eh bien non. En fait, voilà, vous ferez votre petite règle. Le TUD dans l'histoire symbolise quelque chose qui s'est passé entre les nains et les trolls qui s'appelle, alors évidemment je ne vais pas le retrouver, ah bah non, je le dis, pas en émission. Mais TUD doit être par là, de nains. La guerre dont il parle tout le temps, qui est arrivée 1000 fois et personne ne sait laquelle est la vraie, c'est la guerre de la vallée de Koum. Tiens, d'ailleurs, on peut voir Où est ma vache aussi, qui lui n'existe pas pour l'instant en France. Celui-là Voilà, c'est là-dedans surtout que le SUD apparaît, c'est assez tard. D'ailleurs, on a une petite... De l'autre côté, tu auras l'illustration du SUD dans le roman. On n'en parle pas plus. Voilà, on dit que c'est les échecs. On sait qu'il y a plus de trolls que de nains, que les nains jouent en groupe, que les trolls jouent sur la force. On sait qu'il faut attraper le plot central ou éliminer l'autre. Et c'est tout ce qu'on sait. Le déplacement des pièces walou. On sait que le truc est octogonal. Voilà, mais après, rien. Et donc, c'est toujours les gens de Discworld Emporium qui ont fait le SUD. Donc, tu peux t'avoir le SUD en vrai. Alors, je ne sais pas comment ça se joue. Je ne sais même pas si c'est jouable. Ce qu'on peut jouer réellement, c'est ce que Monsieur Germain va nous sortir de sous la table. Et là, par contre, oui, c'est le vrai de vrai.
le jeu de rôle du Disque Monde. Ça fait déjà quelques années qu'il existe. Alors du coup, c'est Edge qui s'en est occupé en français. C'est un style Jackson Games. D'accord. Ah oui, donc c'est du bien délirant aussi pour ceux qui connaissent l'univers du jeu de société. Hein, Steve Jackson Games. Il est en partie lui-même derrière, c'est surtout qu'après ça suit les règles. Alors je suis pas gros joueur de jeu de rôle, hein, donc, mais je sais qu'il a inventé un système de jeu qui se joue facilement avec des D6. Ils doivent le réexpliquer au début dans la table des matières, tu vas le trouver je pense. Tu veux dire que c'est un jeu qui ne se joue qu'avec des D6 Oui je crois, et c'est un système qui… Bon bref. Ah oui, c'est un GURPS. Voilà, c'est un GURPS. Ok, c'est un GURPS. GURPS, General Universe Role Playing System. Je crois qu'en anglais ça doit donner quelque chose comme ça. Un système de jeu générique qui peut être transposé dans plein d'univers. Donc il y a GURPS Western, GURPS Blablabla. Et donc du coup il y aura GURPS Ankh-Morpork. GURPS, on va dire plutôt Disque Monde, avec le jeu qui est présenté ici. Attends, alors là, moi, il y a une chose quand on me montre un jeu de rôle que je cherche en premier, c'est la feuille de perso. Ça, c'est obligatoire. Oh, bah, ça m'a l'air assez classique, dites-moi. Oui, c'était assez classique. Force, dextérité, quotient intellectuelle, sagesse. Assez simple. Les petites particularités qu'il a et qui sont assez drôles, c'est déjà il t'engage. Alors, il te permet, enfin, il te dit, vous pouvez y jouer normalement en faisant une espèce de campagne avec des aventures qui reviennent, parce que comme dans le Disque Monde, les personnages vieillissent, etc. Mais il t'invite aussi à faire des scénarios one shot, comme certains romans du Disque Monde. Voilà, juste pour le plaisir de délirer. Il t'invite beaucoup aussi, te donne plein de conseils pour dire, allez au maximum vers l'humour. N'hésitez pas à être délirant, à être un peu con, à parodier des trucs. Vraiment, à dire, au-delà de l'aventure, le Disque Monde, c'est un univers drôle. Avant tout, le but, c'est d'essayer de rire plus que de vivre une aventure. Je trouve ça assez drôle sur un jeu de rôle, justement. T'as aussi, bon, après, t'as tous des détails. Comme il a Terry Pratchett l'a supervisé, et je pense Stephen Briggs aussi, puisque c'est un fan Pratchettologue, Voilà, Pratchettologue. T'apprends aussi plein d'infos supplémentaires. Il a un peu des allures d'encyclopédie bis. Oui, bah oui. Dans un jeu de rôle, il y en a toujours besoin, que ce soit pour les créatures, l'histoire, les différentes éventuelles même religions, les dieux, les compétences, les métiers, il y en a besoin pour faire du jeu de rôle. Et tiens, un barbare. Tu peux croiser les personnages. Excellent. Il y a Cohen le barbare. Alors c'est Il y a Rincevent à côté avec son bagage. Rincevent avec son bagage aux 100 pieds et aux dents. C'est fou, je me l'imagine assez bien comme ça, en disant purée, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tronche. C'est assez clair. Il ressemble plus à un trentenaire perdu. Et alors du coup, Cohen le barbare, qui est un vieux schnock des vieux schnocks, mais alors qui du coup est là aussi, qui est indestructible. Enfin, voilà, malgré sa vieillesse, du coup, il arrive encore à tuer ses palanqués de monstres et à piquer des trucs. Et d'ailleurs, à même faire tomber des petites jeunettes dans ses bras. Hein? Quel enfoiré. Il n'arrête jamais. Tu as un truc aussi qui est très rigolo dans la composition, qui est rigolo dans la composition de ton personnage, c'est qu'en général, les gens du Disque Monde sont assez nuls. Et donc, tu es obligé… Ce sont des anti-héros, on peut le dire comme ça peut-être. Et donc, tu as des points positifs, mais tu es obligé de dépenser un certain nombre de points négatifs qui sont des tares. Et donc, déjà, de base, ton personnage a des tares. Et une fois que tu as consommé tes points pour faire ton personnage… tu as le droit de dépenser encore plus de points positifs pour améliorer des trucs, pour avoir plus de bonus. Mais dis donc, si tu prends 3 points positifs de plus, tu es obligé de prendre 3 points négatifs supplémentaires. Alors c'est vrai que c'est assez… tu es obligé d'avoir des personnages qui sont un peu bancos. C'est assez classique, si je peux me permettre, dans le jeu de rôle, d'avoir un système avantage-inconvénient. La plupart du temps, on prend des inconvénients pour gagner des points et du coup, on essaie de prendre des pas très gênants ou des désavantages qui te permettent de faire un très beau roleplay, un personnage. Mais là, c'est fait exprès et la plupart du temps, c'est avec ça que tu vas t'amuser davantage. Ça. Parce que tu es obligé de parler, mais tout le monde est nul, tout le monde communique très mal. Tu peux avoir un très bien et tu n'as que des tares en gros. C'est surtout ça l'idée. Et donc, l'idée, c'est vraiment plus de te débrouiller avec un personnage qui est complètement bancal. Les illustrations sont de Kid B, ça y est, on commence à le connaître maintenant. Du coup, c'est une adaptation de GURPS, il n'y a pas de souci. Tristan l'Homme, c'est pas celui, c'est le traducteur plutôt officiel, je crois, chez Edge plutôt que officiel du coup. Je crois que tu as un mot au début pour Patrick Couton, parce qu'il a utilisé ces termes et il a dû leur donner des aides sur les termes et des choses comme ça. Ce jeu de rôle est un jeu de rôle en un seul volume, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de scénario, c'est du one-shot aussi. Alors c'est du one-shot, il y a des scénarios déjà dedans. Et il y a aussi, si tu n'as jamais fait de jeu de rôle, tout un chapitre pour c'est quoi le jeu de rôle.
drôle, etc. Faut savoir quand même que c'est une réédition, l'édition de base. Alors, tu as un petit chapitre sur la magie, mais qui était vraiment pas clair. Oui, l'octarine. Ouais. Alors, il faut savoir qu'effectivement, une fois encore, c'est une particularité, enfin, c'est assez rigolo parce qu'en plus, tout rôliste a envie un petit peu de le creuser. L'octarine, c'est une couleur supplémentaire. Alors, bon, moi, je me l'imagine octarine, mandarine, orange doré, quelque chose un peu comme ça. Je crois que tu as un truc sur l'octarine. Cette magie-là, issue de la 8e couleur, dégénère en 8e. Les mages sont les 8e fils. Les sorceliers de la magie, c'est les 8e fils d'un 8e fils au carré. C'est le 8 et pas le 7, le chiffre. Le chiffre excellent, c'est le 8e chiffre. Tiens, c'est alors, 8e couleur du spectre discal. La couleur fondamentale dans toutes les autres ne sont que des ombres palichonnes affectant l'espace normal à 4 dimensions. Elle tire sur le violet jaune vert fluorescent. Ah mince, du coup, c'était pas du tout comme ça que j'imaginais. Il est vraiment pourri ton wiki. Du coup, nous ça voilà. Ça a été écrit par quelqu'un qui voulait médire des choses. Qui n'y connaissait rien. Octarine, c'est plutôt mandarine comme couleur, n'importe quoi. Le jeu de rôle du Disque Monde, c'est ce qui vous permettra à vous, amis joueurs et amis joueuses, qui découvrez peut-être l'univers de Terry Pratchett ou qui voulez aller plus loin, du coup, d'en jouer à tous les niveaux, de créer vous-même vos aventures, de créer vous-même vos petits délires. Puis tout ça autour du Disque Monde. Dis-moi. Oui, on s'était juste coupé, mais pour aller au bout, là, c'est donc une version retouchée. La magie est praticable là-dedans. Il te la déconseille pour les premières parties parce que c'est un peu particulier. Mais voilà, disons que là, si vous avez la vieille version, la magie, ça se passe très mal. Avec la nouvelle version, il y a moyen d'utiliser de la magie de manière intelligente et pratique. Sans que ça soit une catastrophe. C'est ça. Oui, de toute façon, le maître de jeu, la plupart du temps, il se débrouillera pour que ça devienne une catastrophe. Nous voici arrivés à l'issue de cette deuxième partie de l'exploration du Disque Monde avec Germain. Merci beaucoup de nous avoir amené tout ça. Ça me fait plaisir. Maintenant qu'il nous reste à entrer un petit peu plus loin, c'est peut-être dans l'histoire du Disque Monde. Et qui sait, peut-être existe-t-il même des jeux de société carrément en dehors de ceux qui sont arrivés sans règles. Mais ça, ce sera pour la 3e émission, parce qu'il vous reste encore un petit peu à lire. On est à plus de 40, c'est ça? Plus de 40 volumes. Plus de 40 volumes, 41. plus les différents guides, le guide du chemin de fer, le vadémécum, et puis le jeu de rôle, bien évidemment. Alors pour ça, bonne lecture, quoi.